Somnium, c'est une table ronde à laquelle je tenais beaucoup puisque c'est les petits éditeurs et la nouvelle. Et pour moi, c'est un thème très cher puisque, on va en parler justement. Donc on a dans l'ordre Anouk Arnac, qui est éditrice pour les éditions du Somnium. Jérôme Baud, qui est éditeur pour les éditions Armada. Isabelle Marin, qui est éditrice des Nescripteurs. Chantal Robillard, qui est auteur, mais également anthologiste pour Rivière Blanche. Et Merlin Jacquet, qui est éditeur d'Hydromel. Donc je vais vous laisser peut-être 2 minutes chacun nous dire 2 mots sur votre actualité récente. En commençant dans l'ordre, donc Anouk. Donc aux éditions du Somnium, l'aspect nouvelle est dans la collection Hyperbole, qui combine à la fois un texte de fiction et un article ou un essai sur un des thèmes développés dans la fiction. Donc là on a 3 volumes qui sont sortis et 2 en prévision, sans qu'il y ait pour l'instant encore de date de publication bien fixée. On pourrait y revenir après. Et on a sinon d'autres collections qui sont liées souvent à nos réflexions sur la science-fiction, d'un point de vue transdisciplinaire autour des rencontres de Péresque, donc à la fois des retranscriptions de débats et des articles plutôt universitaires sur différents thèmes, ou un auteur ou sur un thème. Donc on a eu les intelligences artificielles, on a eu Heinlein, on a eu Kipling, on a eu les Stanislas Lem, etc. Donc là, on a un programme, chaque édition donne lieu à un volume, et le prochain sera sur la citoyenneté spéculative et science-fiction. Et l'autre collection, c'est enseignement et science-fiction. Donc là, c'est à destination des enseignants de différents âges, mais plutôt des enfants, et sur les différentes disciplines. Donc on a fait les langues, la philosophie, l'histoire-géographie, c'était la dernière édition, donc ça va sortir à la fin de l'année. Et la prochaine sera sur les mathématiques. Donc comment utiliser la science-fiction pour enseigner par exemple les mathématiques. Bien, chez Armada, on n'a pas de collection particulière nouvelle, mais on n'hésite pas à publier des recueils et pour le moment on a une anthologie qui a pris un peu de retard et qui va sortir bientôt, normalement début 2016. Voilà, et on a aussi un projet d'autres recueils et des projets un projet qui nous tient à cœur. C'est un auteur qui s'appelle Jacques Boireau, qui est décédé maintenant malheureusement il y a quelques années et qui est un novelliste, qui était un novelliste de très grand talent. Et on a décidé de publier l'intégralité de ces nouvelles qui correspond à peu près à une centaine de textes. Voilà. Alors les Netscripteurs ont une ligne éditoriale consacrée qui s'intéresse aux productions des jeunes auteurs d'une vingtaine d'années. C'est vraiment notre spécificité. On ne publie pas seulement des nouvelles, mais on publie aussi des nouvelles. Et dans notre actualité, on publie très peu puisqu'on prend le temps de travailler avec les auteurs sur leurs textes. Et on a un roman de fantasy féerique à esthétisme steampunk qui vient de sortir. Après, pour les textes courts, je reviendrai plus tard. Alors moi je suis, comme l'a dit Sybille, non pas éditrice mais auteur, novelliste et poète, et j'ai dirigé une anthologie chez Rivière Blanche qui devait sortir pour Nice Fiction, qui va sortir début mai, qui s'appelle Dimension Moscou, dans laquelle j'ai fait intervenir à la fois des auteurs de l'imaginaire et des auteurs de littérature générale, mais tous des nouvellistes. Donc je pourrais en parler après tout à l'heure. Je voulais juste vous dire qu'auparavant, j'ai dirigé pendant plusieurs années une collection écrivains en résidence aux éditions du Verger, qui est un éditeur alsacien, où je faisais faire cette fois une novella à des écrivains venus en Alsace, dans des endroits différents et très précis à chaque fois. Donc voilà, sur la nouvelle.
Et la façon de présenter les nouvelles, j'ai du contenu. Moi, je m'occupe des éditions Hydromel, dans lesquelles on édite des novellas et des anthologies, donc des recueils de nouvelles qui s'organisent autour de thématiques précises comme la création directement, la guerre, les résidus même. Et voilà, donc ça s'organise essentiellement autour de la forme courte, ce qui nous permet de travailler en détail les textes, en profondeur les textes, à la fois avec des auteurs connus, mais également des auteurs qui débutent dans leur sujet. On ne s'oriente pas spécialement autour de l'imaginaire. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller explorer les lieux entre les types de fiction justement qui peuvent exister et ensuite aller s'amuser justement à décortiquer, réemployer ensuite les différents types d'esthétique qu'on va pouvoir retrouver dans les genres à la fois populaires ou alors dans les genres plus littéraires, qu'on dirait plus classiques. Voilà. Donc je vais revenir un peu sur le thème de la table ronde, puisque la nouvelle est un genre qu'on sait un petit peu mal aimé au niveau des ventes, pas forcément du public, mais au niveau des ventes. Et une caractéristique de l'édition nouvelle, c'est qu'on trouve beaucoup de petits éditeurs, de petites structures. Alors bien sûr, quand on dit petit, on parle en chiffre d'affaires, pas du tout en qualité. Donc de petits éditeurs qui sont engagés justement sur ce domaine qui est pourtant pas forcément le plus facile et le plus rentable pour débuter. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse dans la démarche des petits éditeurs, puisque c'est du militantisme, puisque on sait que c'est pas là où on va gagner beaucoup d'argent. Donc on va axer un petit peu l'idée sur est-ce uniquement du militantisme ou est-ce aussi un pari sur l'avenir. Peut-être que la nouvelle est un genre qui va revenir sur le devant et peut-être que c'est ceux qui auront été les pionniers auront une plus belle part de gâteau, pourquoi pas. Donc peut-être on va refaire dans l'ordre, chacun va nous dire un petit peu comment il se situe justement pour publier un texte dont il sait finalement que ses heures de travail ne seront peut-être pas récompensées pécuniairement autant que ça le mériterait. Alors nous c'est toujours, chaque cas est particulier. C'est vrai que notre motivation quand on publie un texte de fiction qui n'est pas notre collection n'est pas très développée, la collection Hyperbole, c'est un texte qui n'est pas disponible ou mal disponible en français, parce que c'est souvent des traductions, et un texte classique qui illustre un sujet qu'on veut développer. C'est aussi du coup personnel. Mes plus belles expériences de lecture de science-fiction sont des nouvelles. Et c'est une forme qui est bien adaptée à des coups de cœur et des coups de poing dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que les auteurs qu'on a publiés, c'était des textes qui étaient ou inédits, de Heinlein par exemple. Donc là, on investit dans une novella qui pour nous était majeure dans l'histoire de la science-fiction, mais aussi l'histoire de la société et des rapports entre la science et la technique, puisque c'était un texte de 1941 sur l'utilisation des poussières radioactives et des conséquences politico-géostratégiques de cette arme ultime dans un conflit qui n'avait pas encore lieu. Les États-Unis n'étaient pas encore en guerre à ce moment-là. Et la bombe atomique n'avait pas été encore inventée. Donc on avait un texte majeur et fondateur qui n'était pas traduit. Et ce texte-là, qu'on a traduit avec tout un appareil critique de présentation de son importance, a ensuite été repris par ActuSF dans un recueil de textes de Heinlein, avec d'autres inédits, d'autres textes qui étaient repris. Donc on a d'abord ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a des textes inédits qui méritent pour nous d'être présentés en français avec cet accompagnement critique, ou des textes qui avaient été mal traduits ou méconnus, et c'était Rudyard Kipling. Donc les traductions de Kipling sont souvent très anciennes et assez peu fidèles, passent à côté de tout l'intérêt de science-fiction de ces textes. Et on a eu à cœur, dans le recueil de Kipling qu'on a développé, accompagné aussi d'un très long essai de commentaires et qui met en valeur ces textes-là, de les présenter sous une forme qui était fidèle à l'esprit des recueils de Kipling quand c'est lui qui les bâtissait, c'est-à-dire d'avoir une alternance entre des nouvelles et des poèmes.
et les poèmes de Kipling qui sont extrêmement magnifiques, qui méritaient aussi des traductions, en tout cas fidèles et modernisées. Et donc on a un premier volume qui est paru, de nouvelles de science-fiction de Kipling, ou inédites ou très méconnues, entrecoupées donc une nouvelle, un poème, comme les recueils initiaux de Kipling tels qu'il est construit. Et on a été aidé pour ça de deux recueils qui avaient paru en anglais, qui rassemblaient les nouvelles fantastiques et fantasy de Kipling et les nouvelles de science-fiction de Kipling. Donc là, on a un second volume qu'on espère bientôt sortir dans le même esprit, sachant que, bon, après, on dépend bien sûr de nos traducteurs et du rythme de travail et du temps qui peut passer, parce que dans ce cadre-là, par exemple, nos traducteurs sont universitaires et ne sont pas rémunérés. Donc là, on a cette chance-là de pouvoir travailler avec des personnes. Par contre, la chance et les contraintes de pouvoir travailler avec des gens de qualité, mais qui bien sûr font ça en plus de leur charge de travail habituel. On a travaillé avec un auteur qui n'est pas dans le domaine public et qui est toujours très actif. Et on avait eu cette chance-là avec Claude Eken dans le premier volume de la collection Hyperbole. Là, c'était Claude, donc on avait demandé une nouvelle et nous a produit une novella qui était quasiment un court roman, et avec lequel on a pu à la fois bien le rémunérer, ce qui est toujours la difficulté pour les nouvelles, et aussi avoir un texte de très grande qualité sur les questions des conséquences du changement climatique dans un futur proche, qui est toujours d'actualité, et même si c'est un texte qui est maintenant quelques années, continue à être extrêmement intéressant et puissant à développer. Eh bien, personnellement, pour Armada, on préfère, c'est vrai, fonctionner au coup de cœur. C'est vrai, comme tu l'as dit, Sybille, la nouvelle, malheureusement, c'est pas ce qui se vend le mieux. Voilà. Et donc, bon, pour le moment, les recueils de nouvelles, on en a deux, de Jean-Pierre Fontana et Raymond Milesi, qui sont deux novellistes de talent. On a plusieurs recueils donc en préparation. Il y en a un de Pierre Stolz qui va sortir normalement vers août. On a toujours pareil le projet qui me tient à cœur, c'est celui de Jacques Boireau, qui est novelliste vraiment de talent et qui doit être redécouvert. Et on a un autre projet aussi d'un autre auteur trop tôt disparu, Serge Delsen, qui est un projet qui devait sortir déjà il y a plusieurs années chez De Noël, à l'époque où il était encore vivant, et qui a été, on va dire, abandonné suite à son décès. Et donc sur chacun de ces projets, c'est vraiment le coup de cœur. Et nous, quand on fait un tel recueil, on laisse un peu tomber de côté les considérations éditoriales, on va dire classiques, dans le sens où on ne se met pas de limites. On ne dit pas on va faire un recueil de 300 000 signes parce que plus gros ça ne va pas se vendre, ça va mal se vendre ou ça va être trop cher. On regarde surtout ce qui est publiable, ce qui vaut la peine d'être édité, et après on voit. On a 50 textes qui sont publiables, mais on va le faire en 2 volumes, ou en 3 volumes, ou un seul gros volume, mais on veut essayer de mettre le maximum, ce qui est vraiment digne d'intérêt, et pas se contenter à 10 textes parce que c'est la norme, ou voilà. Mais c'est vrai que, donc pour revenir à ta question, c'est vrai que nous, c'est vraiment au coup de cœur, et les considérations, on va dire, commerciales, ça passe au second plan. Chez les Netscripteurs, donc la nouvelle, pour nous, qui travaillons avec des jeunes auteurs, présente plusieurs intérêts.
En fait, bon, effectivement, les libraires, la première chose qu'ils m'ont dit que lorsque j'ai commencé, c'est éviter les anthologies, les nouvelles, on les vend pas, etc. Mais bon, voilà, ça c'est les conditions. Les considérations des libraires, et de toute façon, les petits éditeurs y ont très peu accès, donc on aurait un peu tort de se limiter à ce que nous disent les libraires, finalement, hein, parce qu'on rencontre nos publics surtout sur des festivals tels que celui-ci, où on peut vraiment présenter ce qu'on fait, et les gens sont peut-être plus ouverts, du coup, à ce qu'on leur présente. Donc pour moi, la nouvelle, ça s'inscrit dans une tradition littéraire, notamment française, pas seulement. Et travaillant avec des jeunes auteurs français, je trouve intéressant qu'il y ait une continuité à ce niveau-là. Elle est tout à fait moderne, puisque Internet, les blogs, on y trouve des billets qui ressemblent, qui prennent souvent la forme de nouvelles, surtout chez les jeunes, même sur des plateformes comme Skyblog, des Skyblogs où on ne s'attendrait pas forcément. Il suffit d'aller regarder un petit peu de plus près et on verra qu'il s'y trouve des textes alors de qualités diverses, hein, ce sont des productions directes de jeunes, mais bon, ça témoigne de l'intérêt des jeunes pour l'écriture et pour cette forme courte. Et ensuite, moi, en tant qu'éditrice, ça m'intéresse, cette forme m'intéresse pour présenter des auteurs qui sont donc forcément inconnus. Et donc, j'ai un peu travaillé sur les formes sous lesquelles on peut présenter des textes courts, parce qu'un auteur peu connu, les gens vont hésiter avant de s'y risquer. Il y a toujours une prise de risque dans un acte d'achat, même si c'est un livre pas très cher, etc. Donc voilà, ça permet de goûter un petit peu le style d'un auteur, de le connaître un petit peu pour ensuite voir le reste de sa production. Et les jeunes écrivent volontiers des nouvelles, hein, il faut le savoir. Donc il y a les anthologies classiques, donc comme disait Merlin, où sur une thématique on va regrouper des auteurs différents. Donc là on l'a fait en coédition avec les éditions Nostradamus, qui est donc un autre éditeur de PACA. Donc on a mixé un petit peu des nouveaux auteurs et des auteurs un peu plus aguerris sur la thématique ici de l'Apocalypse, mais ça peut être sur n'importe quelle thématique. Et donc ça va permettre de découvrir des auteurs auxquels on n'aurait pas pensé en s'intéressant à une thématique. Ensuite, on peut également, quand on a vraiment un texte court pour lequel on a un coup de cœur, sur lequel on flash et sur lequel on se dit ce serait perdu dans une anthologie, il n'aurait pas la même dimension. Donc voilà, l'intérêt des petits éditeurs, c'est qu'ils vont expérimenter des choses qui ensuite seront reprises souvent. Je pense par exemple aux éditions Voyelles sur le numérique, qui expérimentent la collection e-cours. Ce sont des nouvelles publiées en format EPUB directement, qui sont présentées donc en format numérique. Maintenant, c'est repris par des éditeurs plus importants. Et donc, un texte court dans un tout petit bouquin, ça permet, pour un prix d'achat très bas, de connaître un nouvel auteur, de la manière dont il s'exprime. Donc, c'est un moyen de mettre en valeur la nouvelle. Ou par exemple, pour des contes mythologiques, parce que les contes, forcément, sont des textes courts, de travailler des recueils d'une manière un peu spécifique. Donc là, ce sont des contes grecs. Donc on a fait des livres en deux parties, une partie comique, une partie tragique, ce qui permet aussi à l'auteur de travailler aussi sur les choses qui l'intéressent. Ça vient de l'auteur aussi à l'origine. Mais avec des textes qui vont être courts, mais qui vont être regroupés sur une thématique, sur un même auteur, comme un recueil de nouvelles, mais en apportant d'autres choses, avec des index, un appareil autour, qui va présenter, remettre dans le contexte, etc. Voilà, donc moi je voulais appuyer sur cette manière de chercher un peu comme vous faites aussi en mettant un appareil pour remettre ça dans son contexte, pour expliquer les différents aspects. Ce sont des choses dans lesquelles les petits éditeurs osent se lancer, parce que justement on ne s'attend pas à des retombées financières de toute façon très importantes, donc on a plus de liberté finalement, comme Jérôme, pour éditer des textes qui sont peut-être un peu tombés dans l'oubli mais qui mériteraient d'être redécouverts. Et on se donne cette liberté-là qu'un grand éditeur ne se donnerait pas. Voilà. Moi, je vais partir d'un autre éclairage
si vous le permettez, et prendre ma casquette ministère de la Culture. C'est intéressant de faire intervenir par des conventions culture et éducation des nouvellistes dans les écoles, lycées, collèges, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les élèves qui ont des difficultés à lire lisent très peu ou ne lisent jamais un roman en entier, sauf s'ils sont absolument passionnés. Harry Potter, on le lit jusqu'au bout, mais d'autres auteurs un peu plus difficiles ou dans des genres différents, c'est parfois un problème de vocabulaire pour les élèves. Et donc, les nouvellistes, on arrive à les faire entrer dans les milieux scolaires, essentiellement à partir de la maison des écrivains, mais pas que, en disant aux enseignants, mais vous pouvez, sur un recueil de nouvelles, que ce soit d'un même auteur ou de plusieurs auteurs pour une anthologie, vous pouvez ne faire lire que certaines nouvelles aux enfants, aux élèves, ceux qui veulent peuvent lire en entier, les autres pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, et ça fonctionne. Donc autant les libraires nous disent à tous « Oh là là, la nouvelle, personne n'en lit », autant nous constatons exactement le contraire avec les milieux scolaires. Alors je ne parle pas des tout-petits, je parle vraiment à partir du primaire et essentiellement collège, lycée. C'est vraiment quelque chose qui marche. Il y a des nouvellistes qui reviennent régulièrement dans le même lycée, du même patelin chaque année parce que, bon ben voilà, il y a tels et tels enseignants qui ont bien accroché avec eux, qui du coup ont envie de suivre un tel ou un tel. Il y en a d'autres qui veulent découvrir chaque année un nouvelliste différent ou un style différent, enfin voilà. Donc ça c'est quelque chose, c'était peut-être pas le moment de le dire, mais bon, comme c'était moi qui avais la parole maintenant, voilà, ça me semble important que vous le sachiez, vous qui êtes éditeurs et vous qui êtes auteurs et vous qui êtes public, qu'il y a cette possibilité. En plus il y a de l'argent pour faire intervenir, alors qu'il n'y en a pas pour faire publier, il y en a pour faire intervenir. C'est ce qu'on appelle les interventions culturelles, donc c'est quelque chose dont il faut profiter, quoi. Demander, mais il faut qu'il y ait un accord entre les auteurs et les éditeurs d'un côté, les enseignants et leur administration de l'autre, et ça, vraiment, ça fonctionne bien. Ça peut marcher aussi avec des bibliothèques, la bibliothèque du coin, le libraire du coin, qui du coup, au passage, se rend compte que, bah tiens, de la nouvelle, ça se lit quand même. Moi, je suis intervenue cette fois avec ma casquette auteur fin janvier dans 10 établissements scolaires d'Alsace, un peu partout en Alsace. Bon, bah, Snow des Chimères, il a été bien lu, même si chaque classe ne prend pas plus d'une dizaine de bouquins, multipliés par 10 établissements, voilà, ça commence déjà à... Voilà. Et c'est pareil pour tous les auteurs qui ont la chance de pouvoir intervenir, tout le monde ne peut pas. Donc voilà. Alors je reviens à ma casquette Rivière Blanche, où j'ai pas beaucoup de choses à vous dire parce que Sybille pourra certainement mieux que moi. Philippe Lagerward n'étant pas là, Rivière Blanche est un éditeur qui, vous le savez sans doute, publie énormément d'anthologies. Donc ça aussi c'est intéressant d'en avoir un qui se spécialise pas exclusivement dans l'anthologie, mais qui en fait beaucoup, parce que ça fait découvrir des auteurs très différents, ça fait découvrir par le sujet des aspects différents de l'œuvre d'un même auteur, voilà, ça permet de faire circuler les textes et de faire circuler les noms des auteurs. Je vais revenir sur un aspect qui est intéressant, c'est que la nouvelle, la forme courte, peut se décliner en différents supports. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle qui est en recueil de nouvelles, donc c'est plusieurs nouvelles d'un même auteur. Il y a l'anthologie, qui sont des nouvelles d'auteurs différents sur soit un thème commun, soit pas forcément. D'ailleurs, ça peut être réuni par un genre, ou ça peut être même juste un groupement d'une période, pour X ou Y raison, et il y a la nouvelle dans son individualité qui va apparaître toute seule sur un support aujourd'hui qui pourrait être celui d'Internet, ou alors dans un journal en tant que feuilleton, etc. Un magazine, tout à fait. Et elles ont des portées très différentes à chaque fois. Et la nouvelle, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein d'aspects explorés. Et pour l'auteur, c'est l'occasion c'est un jet, c'est-à-dire que c'est
une sorte de version plus longue peut-être que ce que serait le fragment. On a l'occasion d'un coup d'explorer telle esthétique, telle idée, telle période, telle chose, etc. Et juste l'attraper, en un moment la poser sur le papier et voir ensuite comment le monde va réagir autour de cette nouvelle-là une fois qu'elle est lâchée dans son magazine ou sur un blog ou quelque chose comme ça. L'anthologie, en ce qui me concerne, c'est le support que j'ai choisi et je trouve ça absolument fascinant parce que je pense que justement dans la petite édition, vu que on est éditeur indépendant, c'est-à-dire qu'on est amateur, et je pense qu'on est amateur dans le sens noble du terme. Nous sommes ceux qui aiment, hein, qui aimons avant tout. Et je pense que c'est très intéressant quand on rapporte ça à la déontologie du rôle de l'éditeur, c'est-à-dire que le choix se fait à ce moment-là uniquement sur la qualité, ou en tout cas sur la volonté, le désir d'un texte, et non plus du tout sur son impact économique. En revanche, on va bien entendu regarder son impact moral, son impact esthétique sur là où il va paraître. L'anthologie, le plaisir en tout cas que j'ai à en faire se situe avant le passage chez l'imprimeur. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la composition de l'anthologie que je prends mon pied et où je pense que les auteurs prennent également leur plaisir. Et je pense que quelque chose se joue véritablement à cet endroit-là et qu'ensuite l'anthologie en est plus ou moins la preuve. C'est la forme gravée de ce qui s'est passé. Mais elle se passe avant qu'elle paraisse, l'anthologie. Parce que c'est le lieu où on va travailler pendant des années sur un texte qui va parfois faire 3-4 pages. Et on va le travailler, et chaque auteur va le travailler au début tout seul, hein, c'est-à-dire sans même savoir si son texte va être accepté ou pas par l'éditeur, et ensuite avec l'éditeur, et enfin il va le travailler au sein d'un groupement, c'est-à-dire qu'il y a une mosaïque qui est en train de se construire, et il y a un dialogue qui va se produire entre tous les auteurs d'une anthologie, et ça forme une unité. C'est en ça que je dis que l'anthologie est très différente. Enfin, une nouvelle publiée dans une anthologie doit toujours être réfléchie dans ce contexte d'anthologie-là, parce qu'elle a été créée en réponse et en discussion avec toutes les autres nouvelles. C'est pourquoi le thème d'une anthologie est toujours très intéressant. Et le rôle de l'anthologie va être justement de composer une mosaïque. Chaque texte, c'est pas un patchwork, c'est pas plein de choses qui nous ont plu indépendamment et qui ont été jetées comme ça. C'est vraiment des choses qui nous ont plu, mais qui nous ont plu ensemble, et qui nous ont plu dans cet ordre précis. Elles veulent dire quelque chose. Ce sont des fragments à plusieurs qui ne sont pas tout à fait concertés. Il y a un côté presque surréaliste, d'ailleurs, dans la composition d'une anthologie. Et enfin, voilà, donc c'est une fascination. Et je pense que l'anthologie, au final, est un objet littéraire, bien sûr, mais presque une forme d'art très contemporain, d'une certaine façon, parce que la mise en relation des textes de différents auteurs, de différents aspects, dépasse, enfin, oui, c'est là, c'est-à-dire que l'ensemble est davantage que la somme de ses composantes. Lorsqu'on fabrique une anthologie, pour le recueil, c'est évidemment la même chose, mais avec énormément de différences. Donc, la nouvelle appartient aujourd'hui, en tout cas, très bien à l'édition indépendante, je pense, qui peut se permettre le luxe du temps, de l'énergie sur ces textes-là, en sachant que justement, on n'a finalement pas de contraintes économiques derrière, vu qu'on sait pourquoi on a signé. Je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Isabelle tout à l'heure et qui m'a paru pas mal, c'est-à-dire que ce qu'elle a souligné, c'est le fait que le libraire disait « de toute façon, ne faites pas de nouvelles, ça ne se vendra pas », mais en même temps, quand on est un petit éditeur, le libraire ne veut pas trop de nous non plus sur ses étals. Et la poésie encore plus, j'ai envie de dire, la poésie et va bien avec la nouvelle. On pourrait parler vraiment des deux. Donc justement, est-ce que le fait que de toute façon, on va faire quelque chose qu'on ne vendra pas, mais de toute façon, on n'était pas accueilli chez le libraire, c'est pas la porte ouverte à une liberté justement de créer des petites œuvres d'art, de recréer, de redécouvrir la littérature? Est-ce que justement, voilà, comment prenez-vous cette porte ? Mais, effectivement, le fait que nous, petits éditeurs, soyons, on va dire, pas obligés, on va dire, de suivre les règles éditées par les libraires, par tout ça, effectivement, nous offre une liberté, mais pas seulement pour la nouvelle, aussi pour les autres styles
aussi pour les romans, pour les autres. Et c'est vrai que ça a permis aux petits éditeurs de faire confiance ou à des jeunes auteurs. Ils ont avant tout de se faire plaisir. Je pense, parler pour moi et parler aussi, je pense, pour les autres petits éditeurs, quand on reçoit un texte qui nous plaît, on ne va pas commencer à réfléchir dans les considérations métaphysiques à est-ce que le public va être là pour accepter, est-ce que les libraires vont nous suivre, etc. On fonctionne plus au coup de cœur. Ça nous plaît, on a un texte qui est de qualité, on y va. On y va, le public suit, tant mieux, il ne suit pas, malheureusement tant pis, mais moi en tout cas je vois ça comme ça. On agit plus par passion que par calcul, ce que font maintenant certains gros éditeurs qui sont plus des gestionnaires que véritablement des littéraires. Oui, tout à fait. Hein. On est en dehors des concepts marketing classiques. Et en fait, je pense qu'on ne perd pas non plus de vue le public, puisque quand on travaille sur un texte, je pense que le public, on l'a forcément quelque part dans notre tête, puisque, bon, par exemple, moi je suis correctrice également, on est là, l'éditeur est là pour faire le lien entre l'auteur et le public, donc il est forcément présent, et on va réfléchir peut-être à la manière dont on va présenter, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas présent chez les libraires qu'on n'a pas un public. On a souvent un public qui nous suit, qui a repéré ce que fait la maison d'édition, qui a repéré qu'il y a des choses intéressantes, même si les auteurs ne sont pas encore connus. Donc il y a des gens qui nous suivent. Et on apprend à les connaître et à trouver des formes pour un voilà, enfin, c'est vrai qu'on ne va pas chercher forcément des thèmes pour les anthologies qui vont les satisfaire ou quoi, parce que nous, on a d'autres considérations, et c'est vrai que c'est peut-être ces considérations-là qui priment, puisqu'on fait un travail qui n'est pas rémunéré, qui est très prenant, etc. Donc il faut bien qu'on ait notre satisfaction quelque part, donc sur un plan plutôt intellectuel, plutôt que mercantile. Et d'un autre côté, donc c'est vrai qu'on a ce plaisir par rapport à l'anthologie. Moi je me suis bien retrouvée dans ce que disait Merlin. C'est vrai que c'est une forme spéciale et c'est très particulier, on y passe beaucoup de temps, énormément de temps en fait, mais c'est un plaisir particulier. Et c'est vrai qu'une personne, ça me fait penser à une personne qui est passée ce matin, qui avait pris notre anthologie sur l'Apocalypse, donc c'est quand même assez particulier comme thématique, l'an dernier dans un salon, et qui m'a dit, en fait, j'étais pas spécialement attirée par la thématique, mais en discutant, parce que sur les salons, on a le temps de discuter, pas comme un libraire qui va avoir du monde dans son magasin, etc. Donc on va prendre le temps de présenter les ouvrages et des textes qui peuvent être très différents, puisque nous on a carrément un texte comique, SF, dedans, on a des choses très variées et effectivement une progression sur l'ensemble de l'ouvrage. Et cette femme qui n'était pas attirée a priori par cette thématique, nous a dit, mais en fait j'ai adoré, cette anthologie est super, alors que chez un libraire elle ne serait jamais allée l'acheter, quoi. Donc on a des moyens de le vendre au public, même si c'est évidemment dans des proportions tout à fait minimes, mais le tout pour nous c'est que nos livres trouvent leur lecteur et trouve un certain public quand même. On ne fait pas des livres pour ne pas les vendre non plus, il ne faut pas croire ça. Mais on fait des livres pour qu'ils trouvent des gens qui vont les trouver bien. Donc on se donne du mal pour ça. Et sinon je voulais aussi aborder un autre aspect, c'est qu'en travaillant avec des jeunes auteurs, certains se lancent d'emblée dans des grandes sagas. Donc c'est vrai qu'en fantasy, on est assez habitué, par exemple, à avoir des bouquins très gros, avec 10 tomes à la Robin Hood. Et c'est bien d'amener moi quand je discute avec des jeunes auteurs sur les salons, je leur dis mais essayez de vous confronter à la nouvelle, parce que c'est aussi un exercice pour l'auteur et c'est intéressant de savoir manier, je trouve que c'est intéressant pour l'auteur de savoir manier la forme courte et aussi la forme longue, et ce sont des choses assez différentes en fait. Et pour l'expérience de la personne qui écrit, je trouve que c'est une expérience intéressante. En plus, il va répondre à des appels à texte variés lancés par des maisons d'édition
où il va également recevoir des refus. Et ça fait partie aussi de l'expérience d'un auteur, je pense, voilà, pour s'habituer, pour s'aguerrir, savoir un texte ne va pas plaire à un éditeur, mais plaira peut-être à un autre qui sera plus sensible parce que ça sera davantage dans ses thématiques ou dans le style qu'il aime. Voilà, donc il faut s'aguerrir au refus quand on est un auteur, je pense. Et il y a cet aspect-là, donc l'exercice de style en quelque sorte, le fait de côtoyer différents éditeurs, puisque chez nous, donc moi j'accompagne les auteurs sur plusieurs ouvrages, mais pour les nouvelles, je leur ai dit les nouvelles, surtout n'hésitez pas à travailler avec d'autres éditeurs, parce que les éditeurs ont tous des manières particulières qui leur sont propres de travailler. Les grands éditeurs c'est pareil, chacun a une charte aussi bien pour la mise en page que sur le travail qui est fait avec les auteurs. Et ça leur permet de multiplier les expériences, de se donner des défis, de se dire cette thématique a priori ça m'aurait pas intéressé, mais en y réfléchissant, oui j'ai des choses à dire sur ça. Donc je pense que voilà, pour l'expérience d'un auteur, c'est intéressant aussi de s'intéresser à la nouvelle. Moi, je peux parler du point de vue de l'auteur pour compléter ce qu'a dit Isabelle avec l'une de mes nombreuses casquettes superposées. Je trouve que c'est intéressant d'écrire de la nouvelle parce qu'il faut être très synthétique, il faut avoir tout choisi, il faut avoir un cheminement précis, voilà, un but, une fin, une chute. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la nouvelle, je pense que vous connaissez tous, mais c'est très intéressant d'en faire parce qu'on va à l'essentiel. Et en même temps, quand on écrit beaucoup de nouvelles, on ne va pas reprendre toujours la même fin, toujours le même genre de début, toujours le même genre de vocabulaire. Donc on est obligé d'aller chercher en soi-même et dans la langue dans laquelle on écrit, la langue française, mais enfin ça peut être une autre pour d'autres auteurs, d'aller chercher voilà, des choses nouvelles. Si on veut éviter les clichés, si on veut éviter, on va dire, tous les défauts du roman, de certains romans, de beaucoup de romans, voilà, la nouvelle, on est forcément quelque part bon. Ou alors on n'écrit pas. Donc après, effectivement, s'intégrer dans une anthologie, c'est encore une autre expérience. S'intégrer dans une revue, c'est à la limite plus facile, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec les revues. Sauf quand elles avaient des sujets précis, auquel cas, si j'ai pas une nouvelle sur le sujet, c'est pas la peine de le proposer. Mais une anthologie, c'est plus intéressant parce qu'on est confronté à d'autres auteurs sur le même sujet. Donc après, quand on voit le résultat, on se dit « Ah tiens, oui, voilà, moi j'aurais pas fait ça » ou voilà, je me rappelle que très précisément, pour une anthologie de chez Argémios, Chant de totem sur les Indiens, à laquelle je n'ai pas participé mais que j'ai lu, j'ai regretté que certains types d'Indiens ne soient pas présents, mais il se trouve que les auteurs qui avaient proposé des textes les avaient proposés sur d'autres, donc on n'allait pas leur dire, je suppose, allez dégage, j'en prends un autre, voilà. Donc il y a aussi ça dans l'assemblage, ça rejoint ce que tu disais, donc je ne vais pas le redire, c'était très bien expliqué, mais pour un auteur c'est intéressant aussi justement cette confrontation-là. Alors si je peux donner un exemple, je l'ai déjà dit hier dans une autre table ronde, on est fatigué, dans une autre table ronde, j'ai eu une quantité impressionnante sur Dimension Moscou, donc qui va sortir, de Place Rouge, Nathalie Bécaud, Café Pouchkine. J'ai dû mettre un mail à tous les auteurs, écoutez, j'ai une nouvelle absolument parfaite de Nathalie Do qui est là-dessus, voilà, travailler sur autre chose. Donc là, en tant qu'anthologiste, on peut dire, bon voilà, sinon on n'intervient pas sur les contenus, surtout si on prend des auteurs confirmés, qui ont déjà un nom, des prix, etc. On va pas leur dire, bon, allez, refais-moi ta copie. Mais on peut se permettre de leur dire, non, pas cette accroche-là, parce qu'on l'a déjà eu 2 fois, 3 fois, voilà. Donc, tout ça est intéressant dans la nouvelle. Et ce côté micro-édition, mais micro-texte, puisque les textes sont forcément courts, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été bâclés en 3 jours. Il y a des nouvelles qu'on met 1 an à écrire, voire plus.
c'est très intéressant et j'ai été très sensible à ce que tu disais sur l'art. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, art, c'est art plastique, donc je suis sur autre chose, et livre d'art, c'est encore autre chose, mais le côté recherche, le côté, recherche artistique, là, j'adhère tout à fait. J'en reviens à la question des libraires, ça m'intéresse. J'essaie de construire mon discours en même temps que je vais le prononcer. Je trouve qu'effectivement, en pratique, c'est vrai que c'est difficile de placer des anthologies ou des nouvelles, des novellas chez les libraires. Je pense que d'expérience, ils ne sont pas non plus du tout fermés, au contraire. Et en ce qui me concerne, ils ont toujours été plutôt enthousiastes, en tout cas personnellement, dessus. Et au final, ils en ont vendu davantage que moi-même. Donc, je pense qu'il n'y a pas un blocage, sachant qu'on est de toute façon toujours sur des quantités relativement réduites. C'est rare qu'on dépasse les 500 exemplaires pour des anthologies. Enfin, ça peut monter ensuite sur des thématiques qui sont plus richesses. Mais bon, ce qu'il faut considérer aussi, c'est que la nouvelle, quand bien même elle appartient à une grande tradition, elle fait partie de ce qu'on peut considérer la littérature grise. C'est-à-dire, c'est pas la littérature qui est si accessible que ça, c'est pas de la littérature que tout le monde va spontanément lire. Elle est pas réservée, mais en tout cas, y viennent les gens qui ont déjà l'habitude de lire et qui veulent généralement s'essayer à quelque chose d'autre que du roman et qui ont découvert la nouvelle, qui ont entendu parler. Juste une chose, littérature grise, c'est la littérature administrative. Hein. C'est les notes au préfet, c'est des choses comme ça. Hein. C'est ça la littérature grise. Donc je compare pas la nouvelle à ça. Non, du tout. Alors je l'entendais pas du tout dans ce sens-là, effectivement. Mais tu fais bien, merci. Non, je l'entendais littérature grise par tout ce qui relève de la littérature oubliée. Mais peut-être que tu sauras me donner le nom correct si je me trompe. Bon, en tout cas, c'est ce que j'entends ici. Voilà. Voilà. Donc la littérature rose pâle, ou vert bouteille, voilà. La littérature vert bouteille, donc c'est la littérature généralement qu'on va considérer comme étant oubliée, qui a été marginalisée d'une façon ou d'une autre, qu'on va éventuellement redécouvrir à travers l'histoire, ou alors la littérature d'un format, d'un genre particulier. Le fragment peut rentrer assez facilement dans la littérature vert bouteille. Et justement, du fait de ce manque d'accessibilité, on ne peut pas attendre non plus de la part des libraires, qui sont censés, eux, être le lien direct entre l'éditeur ou l'auteur et le public, de savoir le représenter. Mais c'est un public qui est relativement particulier quand même, c'est-à-dire qui est facilement fidélisable, qui a un intérêt en tout cas vraiment développé pour aller chercher les messages. Et c'est, en ce qui me concerne en tout cas, ça a été un jeu de pistes, c'est-à-dire qu'on porte un immense soin dans le choix des textes, hein, des nouvelles, des novellas qu'on va vouloir publier, et il y a un lien entre les nouvelles, donc forcément d'une même anthologie, mais ensuite d'une anthologie à une autre, d'une anthologie à une autre nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle ça une collection, c'est collecté, il y a vraiment un fil directeur qui est laissé là, à la fois, oui, pour les libraires qui vont venir le repérer, mais surtout pour le public qui va venir le chercher. C'est-à-dire que il y a un effort qui est fait tout le temps des deux côtés dans ce type de littérature, et je pense que la nouvelle rentre bien dedans en ce moment, et quelque part la poésie y est rentrée aussi, parce que si elle était immensément populaire à une époque, elle peut l'être dans d'autres pays actuellement, comme tous les pays de l'Est, où elle garde d'immenses lettres de noblesse, une vraie vivacité aujourd'hui. En France, vous êtes content si vous avez fait de la poésie et que vous avez vendu 150 exemplaires de votre recueil. Mais cette relation avec le public est la même. C'est comme si c'était un mode de survie. On pose des pierres, on sait que ceux qui vont venir les trouver ne seront pas nombreux, mais ils sont très attentifs et ils vont vraiment avoir ce désir de décortiquer. Donc le message qu'on peut laisser à ce moment-là, on peut se permettre non pas qu'il soit spécialement compliqué, mais en tout cas c'est comme un clin d'œil qui va pouvoir se produire. Et je trouve qu'il y a une relation donc à travers le libraire souvent, mais ensuite directement avec le public qui est vraiment particulière dans la nouvelle et qui est encore une fois autorisée, parce que à ce moment-là c'est beaucoup plus facile vu qu'on travaille sur des tirages restreints, donc on est capable presque d'identifier tous les lecteurs qu'on va toucher. Et généralement on va constater que également on n'est pas du tout soumis au cycle de rotation de la grande chaîne, c'est-à-dire que
Oui, effectivement, si on publie un roman, il va sortir en librairie, il va être sur les étals pendant quelques semaines, quelques mois, quand ça se passe bien, et ensuite il va en être retiré, l'année suivante il est mis au pilon. La nouvelle va survivre, va faire l'objet de toujours être reprise et réappropriée par cette littérature indépendante, par cette édition indépendante. Donc c'est vraiment la matière parfaite pour nous, parce qu'on sait qu'elle est transmise, on la récupère même d'avant. C'est un plaisir d'aller fouiner, d'aller débusquer ça dans les vieux magazines, dans les vieilles critiques littéraires, dans les vieilles revues, dans les vieux discours d'un tel ou un tel qui faisait à ce moment-là l'éloge il y a 100 ans de tel texte qui était paru à tel endroit. Et oui, on va le chercher et il nous est destiné à ce moment-là, vu qu'on sait que personne d'autre que nous ne va aller le chercher. Et en tant qu'éditeur, on a une... J'aime bien le réfléchir comme ça, mais c'est pas forcément super juste. Je pense qu'il y a une responsabilité dans l'édition indépendante qui est presque mystique, presque religieuse. C'est presque comparable au travail d'un prêtre. On ne compte pas ce qu'on fait, mais on le fait avec une conviction qui est derrière tout le temps. On parle de coup de cœur, je pense que ça dépasse ça. Il y a vraiment un sens de la responsabilité lorsqu'on tombe sur un texte qui n'est pas réédité, qui ne le sera pas si on ne le fait pas. On le fait et ensuite on fera face aux conséquences, mais en tout cas on les regarde pas à ce moment-là. En fait, effectivement, ce que tu dis rejoint ce que Anouk disait tout à l'heure, où elle allait chercher des textes qui n'avaient été mal traduits. Donc elle était vraiment dans ce sens de mission. Et ça rejoint également ce que disait Isabelle, en disant, une fois que j'ai des lecteurs qui ont apprécié mon travail, ils vont revenir. Donc quelque part, finalement, si on synthétise un peu ce que vous dites, en tant que petit éditeur publiant de la nouvelle, ce qui va vous caractériser, c'est la proximité avec votre lecteur, puisque c'est quelqu'un vers qui vous allez et à qui vous apportez quelque chose. Donc peut-être pour conclure un peu cette table ronde, si chacun de vous nous parlait un petit peu de ce petit lien qu'il a établi avec le lecteur, personnellement. Le point principal, je pense, c'est d'être fier, content de ce qu'on va produire. On va le produire en peu d'exemplaires, on va toucher un public qu'on sait de toute façon réduit, donc lui offrir le plus bel objet littéraire possible à lire et à découvrir. C'est vrai qu'on fait très attention donc, aussi sur l'aspect de l'illustration, donc tout le dialogue entre l'iconographie et les textes qui sont présentés dans chacun des livres qu'on a publiés. Et puis il y a aussi les questions. J'ai sous les yeux le dernier qu'on a produit qui est un peu spécial pour nous, parce qu'en fait on ne fait pas d'anthologie, mais là c'était très particulier. C'était imperesque, où d'habitude il n'y a pas de fiction. Et là, qui a été ce mélange entre article scientifique et fiction, puisque c'est un hommage à Roland Wagner, dont c'était une des dernières parutions publiques, puisqu'il avait participé, il était un des fondateurs, mais il avait aussi participé au dernier, à ce péresque-là, sur l'intelligence artificielle. Et on avait toute une partie qui était bien sûr autour de son personnage de Gloria, et donc d'Esaïa, l'humour, l'esprit de la commune qu'il portait. Et là, ça a été le seul volume sur lequel on a demandé à des auteurs qui avaient participé comme lui à cette manifestation, de produire des textes qui soient, pas des hommages, mais qui soient en résonance avec son œuvre. Donc on a eu 3 textes très différents de Claude Eken, de Jeanne Debesse et de Hugo Bellagamba autour de Gloria, autour du Nouveau Mystère de Paris et de Roland. Et c'est vrai que cet objet-là, on savait que c'est un recueil d'articles aussi scientifiques, donc on n'a pas c'est pas du grand public qui va être intéressé par une réflexion sur les intelligences artificielles dans la science-fiction et dans son œuvre, mais on savait qu'on avait une forte responsabilité de tous les lecteurs qui allaient découvrir, qui allaient lire ce livre, de la part de Roland, mais aussi d'avoir cet aspect-là de fiction, de pouvoir jouer avec, au-delà de la réflexion plus littéraire, de pouvoir jouer avec la fiction sur cet aspect-là. Donc je pense qu'on a sur tous les objets littéraires qu'on produit cet aspect-là, et on a des fois des retours, c'est-à-dire on a des fois en effet des lecteurs qui nous disent ça on apprécie l'illustration de cet élément-là, on a apprécié
ce jeu entre poésie et nouvelle dans le Kipling. C'est vrai qu'on a des petits tirages, et on a souvent des lecteurs relativement fidèles d'un volume sur l'autre, donc c'est plus ce sens de fierté, de ne produire un livre que quand on en est vraiment très content, à 100%. On en produit peu, donc cet esprit-là qu'on essaie de développer. Oui, mais pour la relation avec le public, les lecteurs, c'est vrai qu'en tant que petit éditeur, on est vraiment en contact sur tous les salons. Et entre autres, ça fait aussi de nous un peu, c'est peut-être mal dit, mais un peu aussi des libraires, entre guillemets, dans le sens où quand on voit quelqu'un qui va venir vers nous pour se renseigner sur la maison d'édition, on a aussi un travail à faire pour guider cette personne et lui conseiller les livres qui correspondent le mieux à ses goûts. Et c'est vrai aussi, donc, comme dit Isabelle, on arrive à se faire comme ça un public qui nous suit parce qu'ils aiment ce qu'on propose. Et voilà. Et donc, oui, on est plus en contact avec le public que les gros éditeurs qui, eux, le public ne le rencontre pas, quoi. Et ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure. Les gros éditeurs, c'est plus des financiers, des gestionnaires. Et pour avoir discuté avec plusieurs personnes, dans les grandes maisons d'édition, j'ai l'impression c'est pas forcément maintenant les directeurs de collection qui font le boulot, qui font la ligne éditoriale. C'est plus les commerciaux qui disent ah mais ça marche, il faut faire ça. Voilà. Alors que nous, on est vraiment plus libre, on peut plus fonctionner sur un coup de cœur, on est plus à même de défendre un texte qui vaut le coup sans se soucier de ces considérations-là. Et après, à nous de convaincre le public, de convaincre ceux qui viennent nous voir que ce texte-là vaut la peine d'être lu. Oui, en fait c'est ça, c'est que comme on publie peu, on a peu de moyens, et quand on publie un texte, c'est que vraiment il nous a plu, et on a une conviction, je pense, que des plus gros n'ont pas, parce que voilà, ils vont publier pour d'autres raisons. Et je pense que le public le sent que si on publie ce texte-là, c'est que vraiment on le défend, on est vraiment derrière et on va vraiment défendre l'auteur, le livre, notre travail. Et je pense que ça se ressent, donc pour cette différence entre de plus grosses structures d'édition qui du coup, en même temps, elles ont leur raison, c'est qu'elles ont embauché du personnel salarié qu'elles doivent rémunérer tous les mois, donc on est dans d'autres logiques. Mais voilà, nous on fait des bouquins parce qu'on y croit vraiment. et c'est pas partout le cas, oui. Et autre chose aussi, c'est que on a souvent des productions, donc un planning assez limité, et comme on fait des salons, on connaît les autres éditeurs, on se côtoie, on discute, vous voyez, on se connaît un peu tous ici, même pas forcément de très près, mais on sait ce que fait chacun. Et quelqu'un qui vient sur notre stand parce qu'il est intéressé sur quelque chose, si on voit qu'il est intéressé par autre chose, par exemple pour la SF ou quoi, eh ben on va tout de suite l'envoyer chez le collègue. On dit non, nous on fait pas ça, mais allez là-bas au bout de la salle, vous allez trouver. Oui, les gros éditeurs ne font pas ce genre de démarche, c'est-à-dire d'envoyer chez le concurrent directement, mais nous on va être peut-être aussi plus à l'écoute de nos lecteurs. Voilà, on va non seulement leur proposer, s'ils aiment la mythologie grecque, évidemment je vais leur parler des livres qu'on a fait avec les Rouliers, mais s'ils sont intéressés plus par d'autres choses que moi je ne fais pas, je ne vais pas essayer de leur vendre un truc par défaut, quoi. Je vais
je vais les envoyer chez quelqu'un qui pourra satisfaire leurs envies de lecteurs, quoi. Alors moi, le sujet c'était les lecteurs. Hein. Là, j'ai donné le point de vue de l'auteur parce que le point de vue de l'anthologie, je ne l'ai pas encore puisque c'est pas sorti. Ce qui est très très touchant, c'est de retrouver au bout d'un certain nombre d'années des gens qui reviennent de salon en salon. Des lecteurs, hein, des gens qui nous ont lus, qui disent « Alors, c'est quoi votre dernière nouveauté ? Oui, celui-là, je l'ai lu, celui-là, je l'ai lu, celui-là aussi. Ah bah celui-là, il est trop cher, cette année, je ne le prends pas. » Enfin, voilà. Alors, on leur dit « Mais vous le faites acheter par votre bibliothèque, hein, ou votre libraire, enfin bon, voilà. Ou votre grand-mère pour votre anniversaire, enfin bref. » Donc, on a comme ça très peu, mais on a des publics, et je le dis aussi pour Sybille, qui crée un salon, en ce moment, c'est qu'on fidélise du public et ça c'est très intéressant. Chacun d'entre nous en tant qu'auteur et aussi les éditeurs évidemment a comme ça au fil des ans un petit public qu'on espère toujours plus nombreux évidemment mais qui vient, qui revient, qui quelquefois des gens qui nous envoient des gens de la famille pour nous acheter des livres. Tout à l'heure, le seul de la demi-journée que j'ai vendu, c'est une jeune fille qui est venue me dire « Ma mère vous adore, je veux tel livre pour elle ». J'en revenais pas, à Nice, je connais peu de monde, enfin voilà, c'est juste un exemple. Hein. Et chacun d'entre nous a ce genre de réaction d'un salon à l'autre. Il y a aussi des gens qui vont dans plusieurs salons, donc on retrouve ça, c'est encore une autre fidélité, mais localement, moi je sais que quand je vais à Épinal, je vais retrouver un tel, certainement, je ne sais pas forcément leur nom, mais la tête, je vois à peu près. Je sais qu'à Saint-Louis, je vais retrouver un autre festival du livre, je vais retrouver d'autres gens, etc. Donc on a petit à petit un réseau qui se fait, et pas réseau au sens commercial du terme, mais vraiment au sens de lecteur, de gens qui aiment ce qu'on lit. Et honnêtement, ça nous fait plaisir qu'on aime ce qu'on lit, ce qu'on écrit. Pour compléter, je pense que c'est aussi une question de confiance qui se crée. Enfin, et c'est vrai que moi, je vais publier des auteurs qui sont inconnus, donc forcément, un nouveau livre qui sort, a priori, il n'y aura pas forcément un grand public, mais on a des gens qui nous suivent depuis notre premier bouquin paru, et ils nous font confiance pour leur faire découvrir des choses nouvelles, intéressantes, et qui vont acheter chaque bouquin qui sort, quoi. Alors, je trouve ça vraiment... je préfère avoir un lecteur comme ça qui va nous faire confiance et qui va être content de ce qu'on fait et qui va nous suivre dans la durée, qu'avoir plein de personnes qui vont acheter un bouquin puis qui vont pas être contentes, qui vont nous oublier tout aussitôt. Étant donné le nombre de livres produits en France, moi je suis très heureuse quand on a des gens qui nous font confiance comme ça et puis qui nous disent oh ben ça m'attirait pas tellement telle thématique et puis finalement je vous ai fait confiance. Je m'y suis risquée, je m'y suis lancée et puis je suis très contente de l'avoir fait. Voilà, je trouve ça très satisfaisant, moi, personnellement. Le lien qu'on a avec les lecteurs, il est intéressant parce qu'on est tous des petits poissons dans un immense océan au niveau de l'édition. On ne publie pas beaucoup d'exemplaires et on va publier, quand ça se passe bien, quelques titres par an, sachant qu'il y en a 90 000 nouveaux en France tous les ans. Donc, avoir des lecteurs qui reviennent vers nous, qui font le choix de revenir vers nous spécialement, c'est très gratifiant, c'est très plaisant, d'autant plus que c'est pas quelque chose qu'on attend forcément. Bien sûr qu'on envisage, mais quand ça vient, c'est une bonne surprise malgré tout. En tout cas, c'est plaisant. Et je pense qu'on leur rend aussi l'appareil, sachant que l'édition, encore une fois, oui, il y a des mastodontes qui existent dedans et qui sont difficilement accessibles. Le milieu éditorial a gardé quand même une image qui est peut-être un archétype, juste une construction de l'esprit, mais qui est de l'éditeur comme étant quelque chose de lointain, de la même façon que l'éditeur, c'est un statut social qui a été, une image sociale peut-être, qui a été préservée comme quelque chose d'un peu magique. On a gardé une certaine féerie là-dedans, donc sur les festivals, et les petits éditeurs le permettent vraiment bien. Pour les lecteurs, je pense que c'est agréable d'avoir ce contact-là, et pour nous, éditeurs, c'est effectivement très plaisant aussi de profiter de cette confiance. Mais voilà, après je voulais juste revenir sur un tout petit détail, c'était tout ce qu'on a pu dire sur les gros éditeurs. Faut mettre
faut tempérer un tout petit peu à mon avis. C'est dans le sens où ils sont pas diaboliques non plus. Certains le sont, mais ils sont pas systématiquement diaboliques non plus. Et je pense qu'ils ont la même passion qu'on peut avoir vis-à-vis de certains titres. Ensuite, dire qu'on n'est pas contraint par l'économie, c'est quelque part un petit peu faux, sachant que la plupart des titres, dès qu'on est justement dans la littérature un peu plus reconnue, globalement, ça coûte de l'argent. Il faut pouvoir les acheter, il faut pouvoir payer les traductions, il faut pouvoir payer des spécialistes, des trucs, des machins, etc. etc. En tout cas, ça a un coût que nous, on ne peut pas se permettre parce nous sommes de petits éditeurs. Qu'est-ce que ça implique de vouloir ces titres-là? Parce qu'on peut les vouloir intensément, parce que tel auteur est un petit peu connu, ou alors qu'il a écrit en hongrois, qui peut être une langue extrêmement dure à traduire, etc. etc. On fait, à ce moment-là, en tout cas c'est ce que font les gros éditeurs, des concessions. C'est-à-dire que pour avoir un bouquin qui va être précisément celui qu'ils désirent dans leur collection, ils vont être obligés de peut-être publier un ou deux autres bouquins auxquels ils croient moins, mais qui promettent un petit peu plus de ventes, histoire d'équilibrer les comptes. Du peu d'expérience que j'ai pu avoir, de regard dans ce milieu éditorial-là, un petit peu plus important, je pense que ça fonctionne un peu plus comme ça, ce qui fait qu'on peut moins s'en remettre peut-être à eux sur une continuité totale d'une collection, encore que certains éditeurs arrivent à distinguer une collection dans laquelle ils vont publier de la romance, de la romance, de la romance, de la romance en laquelle ils ne croient pas forcément, et à côté vont profiter des revenus pour une collection dans laquelle ils vont faire 2 titres par an, à moins d'exemplaires, mais peut-être à perte, mais en tout cas c'est ça qui va être leur cœur, leur image, etc. Je pense à Gallimard, qui a quand même des collections absolument magnifiques. L'imaginaire de Gallimard, Noir et la Blanche, ce sont des collections qui sont devenues relativement indispensables et qui nous ont révélé de vrais trésors, et pourtant qui ont été portés par des mastodontes avec d'immenses moyens et avec peut-être des choses un peu crapuleuses derrière qui ont été faites. N'empêche qu'au final, le résultat est plutôt agréable et on peut les remercier que s'en soit arrivé là. C'est bien sûr ni noir ni blanc comme question. Comme on a terminé l'heure qui nous était impartie, est-ce qu'il y a des questions dans le public avant qu'on rende l'antenne? Madame ?